Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va parler interception de drones, détection de drones et on a le plaisir d'avoir la gendarmerie avec nous. Bonjour gendarme Leïla. Bonjour. Alors vous allez venir nous parler aujourd'hui de comment est-ce que ça fonctionne lorsque vous êtes en intervention, comment on détecte les drones, comment est-ce qu'on les brouille, comment est-ce qu'on intercepte des drones qui ne devraient pas être à des endroits. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la brigade, comment est-ce que vous êtes organisé pour tout ce qui est interception des drones? Alors nous du coup, nous faisons partie donc de la section de protection et d'appui drone, donc il y a une unité de la garde républicaine qui a pour vocation de sécuriser tous les événements d'ampleur, les hautes autorités, donc le président de la République par exemple, et tout ce qui est événements sportifs, culturels. Et notre mission est d'empêcher tout drone d'entrer dans le périmètre que l'on a à protéger. D'accord, donc pendant un temps donné. Exactement. Et vous êtes nombreux à faire ça? On est une unité de 21 personnels. Ok, d'accord. Et vous intervenez de manière annuelle, de manière ponctuelle, en fonction des sites? On intervient justement de manière ponctuelle, dès qu'il y a justement un dispositif de gendarmerie qui est mis en place pour sécuriser, donc soit une rencontre entre chefs d'État, ou tout simplement un événement sportif, par exemple le Tour de France, ou actuellement la Coupe du Monde de rugby. Et oui, la Coupe du Monde de rugby est à Saint-Étienne et c'est pour ça qu'on a le plaisir de les accueillir aujourd'hui. C'est vraiment une super opportunité. Merci beaucoup de nous avoir contactés pour nous expliquer un peu tout ça. On va parler dans un premier temps de tout ce qui est détection. Et on a cette mallette avec nous qu'on n'a pas le droit de montrer. Alors on peut trouver des images sur internet, ça ressemble à ça. Mais on n'a pas le droit de filmer, attention. Alors c'est pourquoi on n'a pas le droit de montrer cette mallette, c'est qu'elle est modifiée spécifiquement pour le marché français et elle vous permet d'avoir des informations, si j'ai bien compris, en plus que ce que propose cette mallette dans le grand commerce. Cette mallette, vous la connaissez peut-être déjà si vous vous intéressez à l'actualité drone, c'est la mallette Aéroscope de DJI. Alors basiquement, qu'est-ce qu'elle permet de faire cette mallette? Pour nous, ça constitue une aide à la détection, en plus du guet aérien qu'on effectue, puisqu'on se place toujours sur des points hauts pour avoir une visibilité à 360 degrés et voir arriver les potentiels drones. Donc cette mallette permet donc de détecter le modèle du drone, le numéro de série. Nous avons un visuel en direct sur le tracé du drone. Nous pouvons aussi avoir sa hauteur, sa vitesse, donc la vitesse à laquelle il va, la distance donc par rapport à la mallette pour évaluer justement la menace du drone, s'il est proche ou pas de la zone que l'on protège. Et nous avons aussi la position du coup du télépilote. Alors ça c'est peut-être le plus important d'après ce que vous m'expliquez, c'est que vous intervenez pas directement mais vous allez faire intervenir des brigades qui sont sur le terrain pour pouvoir intercepter des pilotes qui ne sont pas à l'endroit où ils devraient être. Exactement. À chaque événement, il y a généralement donc des arrêtés préfectoraux qui mettent en place des zones d'interdiction temporaire au survol de drones. Et donc pour pouvoir être autorisé à voler, donc par exemple sur des événements sportifs, s'il y a de la presse ou autre qui est utilisée à prendre des images, il faudrait avoir une autorisation préfectorale pour pouvoir utiliser le drone dans cette zone d'interdiction temporaire. Oui, parce que lors d'événements un peu spéciaux comme la Coupe du Monde de rugby, il y a des zones temporairement interdites et du coup même quelqu'un qui a fait une demande préfectorale ne peut pas voler à cet endroit-là, il faut bien qu'il se renseigne. Les seuls télépilotes potentiellement autorisés, ce sont des télépilotes professionnels, du coup qui seraient employés par une entreprise, une société de production ou qui seraient employés par la presse, ou alors les télépilotes internes forces de l'ordre, donc les télépilotes gendarmerie qui utiliseraient le drone à des fins de sécurité publique. Et qui donc auraient bien fait un protocole d'accord en rapport avec cette zone interdite, avec la préfecture. En plus de tout ce qu'on fait habituellement. Exactement. Mais il existe aussi des zones d'interdiction permanente, donc comme par exemple la zone prohibited P23, donc Paris, qui est une zone interdite au survol de drones en tout temps puisqu'il y a un énorme trafic aérien autour et dans tous les cas c'est une agglomération donc nous ne pouvons pas et vous utiliser me disiez les drones. justement que la zone de Paris, il y a beaucoup de drones qui sont détectés. Exactement. Et que les gens n'étaient pas au courant qu'il fallait pas voler à Paris, c'est ça? Exactement, oui. C'est ça. Alors ma question portait aussi sur le mode d'interpellation. D'après ce que vous m'avez expliqué, vous avez l'adresse qui apparaît directement sur l'aéroscope et qui vous permet d'envoyer l'information directement à une autre unité qui va aller chercher le pilote sur place. Chaque gendarme a son rôle durant la mission. Un opérateur en fait détection, donc qui est au niveau de la valise. Un opérateur du coup qui gère tout ce qui est communication et compte rendu justement avec les forces qui sont au sol, donc les forces de l'ordre qui sont au sol, et avec les autorités qui nous emploient. Et un opérateur du coup pour le brouillage. Dès qu'on a une détection de drone, à une certaine distance... Qui est confidentielle du coup, on peut pas le dire. À une certaine distance, ça peut aller justement jusqu'à 5 km ou plus. Moi j'ai eu l'information en off et c'est pas mal, hein. Donc du coup ça détecte bien comme il faut. Ouais. Donc si on voit 3 personnes sur Toit de Geoffroy Guichard, on sait que c'est vous qui êtes en intervention pour les drones spécifiquement. Parce qu'il faut que vous ayez de bonnes vues. Et exactement, puissiez, toujours un point haut pour pouvoir avoir une vue à 360 sur l'environnement. D'accord. Ah j'ai envie de vous la montrer mais j'ai pas le droit.
Juste un petit peu? Non, j'ai pas le droit. Ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez dit qu'en termes de détection, vous aviez plusieurs types d'appareils en fonction du risque. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était par exemple en cas de risque terroriste, on imagine qu'une charge pourrait être mise sur un drone FPV, par exemple, Aéroscope serait pas pertinent pour cet usage. En fait, ça dépend. Dans tous les cas, nous le déployons toujours. Mais dans tous les cas, la gendarmerie a divers matériels de détection et de brouillage que nous ne pouvons pas présenter là maintenant, du coup. Quel suspense! Oui, bon, je vais quand même essayer de vous tirer un petit peu les verres du nez. De ce que j'ai compris de notre discussion de tout à l'heure, en fait, il y a des dispositifs de détection annexes à l'aéroscope lorsque vous allez venir sur des événements qui sont encore plus risqués, comme par exemple le chef d'État, qui vont, eux, pouvoir détecter des drones type FPV qui sont pas détectables par aéroscope, c'est bien ça? Par exemple. Et alors, dans les grandes lignes, encore une fois, on va pas essayer de dévoiler des secrets qui sont pas dévoilables. Comment est-ce que ça marche ces détections? Parce que si j'ai un drone FPV qui a pas de GPS dessus, comment est-ce qu'on peut obtenir une info de où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est uniquement à vue? C'est à vue, mais aussi avec certains matériels, nous pourrons avoir une direction d'où le drone se situe par rapport à notre position. C'est pas à l'aveugle, on sait qu'il est à peu près par ici, oui. Qu'il est à peu près à quelle distance, même s'il n'est pas équipé d'un GPS. Exactement. Ok, c'est super intéressant parce que c'est vrai que ça doit être une technologie assez poussée pour arriver en fonction du signal à localiser où à peu près l'appareil, c'est passionnant. Alors ce qui est super intéressant, hein, depuis tout à l'heure on parle, la mallette n'a pas arrêté de sonner. Et on a pu voir que même dans une journée comme aujourd'hui, c'était une journée calme, on est isolé de tout, on est en pleine campagne, et ben on a eu 4 détections de vol où on a pu voir qu'il y avait des drones qui faisaient un peu n'importe quoi avec des appareils légers. Et c'est super efficace, hein. Je n'ai pas le droit de dire la portée, mais c'était à 3 patelins derrière, on a vu qu'il y avait le déplacement d'un aéronef sur l'écran, on voyait exactement la trajectoire. Pour le pilote loisir qui a fait ce vol-là, qui s'est dit ouf, c'est bon, ça passe, j'ai survolé toute l'agglomération, mais il n'y a personne qui est venu me contrôler, bah, il faut savoir que en fait tout est enregistré. Si tout simplement il survole une zone d'interdiction temporaire ou qu'il est mis en cause dans un quelconque événement, nous avons du coup le tracé du drone enregistré, donc en direct, avec toutes les informations que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et ensuite, à des fins judiciaires, à des fins d'enquête et de recherche, on pourra exploiter en fait ce tracé du drone. D'accord, et la petite subtilité que vous me disiez, c'est que s'il n'y a pas de problème, ces données par contre ne sont pas sauvegardées. On archive dans tous les cas tous les drones qui ont volé durant notre déploiement, donc durant la mission pour laquelle on a été déployé. Et ensuite, nous n'avons plus accès à ces données. D'accord, donc en fait, il n'y a pas un contrôle absolu de la data, tout n'est pas sauvegardé. C'est uniquement en cas de problème, il n'y a pas non plus une archive de tous les vols en France. Oui, non, ça ferait beaucoup d'archives, ouais. Allez, bah, ce que je vous propose, c'est que on fasse décoller un drone pour voir comment réagit la mallette. Alors, évidemment, je pourrais pas vous montrer la mallette, mais c'est juste pour vous faire entendre le doux son de on a détecté un vol qui ne devrait pas être là. Alors, là, j'ai un mini qui est prêt à décoller juste là-bas. On va décoller, puis on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti! Décollage assisté par la gendarmerie. On va voir comment ça réagit. Ah, ouais, d'accord, ça y est, c'est détecté. Alors là, on a des informations. Alors, j'ai pas le droit de regarder les informations légalement, même si c'est mon propre drone. Oui. Et du coup, là, ce que vous voyez, c'est les informations d'identification du drone, de trajet, etc. Mais vraiment, je peux pas. Hein. Allez, voilà, c'était juste pour ça, juste pour vous faire entendre le son de détection, vu que j'ai pas le droit de vous montrer plus. On va faire atterrir le drone. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui est aussi important que la partie détection. C'est la partie brouillage, pour éviter qu'un drone arrive dans une zone qui normalement doit être sécurisée. Et bien, merci beaucoup, Gendarme Léla, de nous avoir présenté ce matériel. Je vous en prie. Et je vous souhaite de bons vols à vous aussi, vu que vous êtes également télépilote. Oui, c'est ça. Super. Et merci beaucoup. Merci. Et pour le brouillage, on se retrouve avec le gendarme Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Gauthier. Alors le brouillage, ça consiste en quoi concrètement? Pour représenter un peu plus facilement le principe du brouillage, le télépilote en gros parle à son drone et moi je viens avec le brouilleur parler plus fort que le télépilote du drone, donc il n'y aura plus de cohésion, il n'y aura plus de communication entre le télépilote et son drone. Donc en gros on vient saturer complètement les ondes pour être sûr qu'il n'y ait plus de communication. Exactement. Alors vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur cette table. Alors on a 2 modèles différents, c'est quoi la différence entre les deux? Et ben on a le fusil Wilson et le Watson, donc 2 types de fusils différents. Le gros qui a l'équivalent de 48 heures de batterie et le plus petit qui a environ 24 heures de batterie. Et ensuite, la différence, ça va être la portée et le temps d'émission pour un brouillage. La portée, c'est en théorie 1 km. Okay, et pour le plus petit, c'est sur 500 mètres. Ok, d'accord, très bien. Donc ça, ces fusils, ça va brouiller des ondes. Exactement. Comme un brouilleur, par exemple, de téléphone portable. Sauf que là, vous m'avez expliqué que c'est directionnel. C'est un cône pour le grand fusil de 60 degrés sur 1 km. Et pour le plus petit, c'est un cône de 30 degrés sur 500 mètres. D'accord. Donc il y a une sorte de blindage à l'intérieur pour protéger? Pour protéger, évidemment, l'opérateur brouilleur, avec la partie à l'avant pour protéger le retour des ondes. Et ensuite, il y a la partie pour protéger le fusil en lui-même, évidemment. Qu'est-ce qu'on va pouvoir brouiller avec ça? Tous les types de drones et toutes les fréquences qui sont enregistrées à l'intérieur du fusil. Ok. Alors les fréquences, vous m'avez dit que j'ai pas le droit d'en parler. C'est un peu touchy, on ne peut pas trop en parler. Okay. Mais sachant qu'on peut sélectionner toutes les bandes de fréquences que l'on veut. Et pour l'instant, on n'a pas trop de problème à brouiller les drones. Et en plus des fréquences, du coup, vous m'avez dit qu'on peut brouiller le signal GPS avec ça. Exactement. Souvent, lorsqu'on brouille un drone, si jamais le drone arrive quand même à continuer son vol, et ben là, on active le GPS pour brouiller le signal GPS entre la télécommande
commande et son drone. Ok, donc même un drone qui est programmé pour un RTH, du coup, il pourrait descendre en vertical parce qu'il n'a plus l'information. Rester en stationnaire si on continue de brouiller et ensuite avec le manque de batterie se poser au niveau du sol pour qu'une équipe puisse étudier le drone et voir si le drone était néfaste ou non. Et de manière concrète, du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est une émission continue? C'est avec un bouton poussoir sur les deux fusils qui sont au niveau à l'avant. Évidemment, c'est pas comme un fusil classique qui va émettre une explosion, c'est justement du brouillage, donc pas de bruit, aucun impact sur l'environnement. Et du coup, vous appuyez sur la gâchette en continu jusqu'à que le drone réagisse? Comment ça se passe concrètement? Donc soit le drone coopère et retourne à son télépilote, soit le drone essaye de forcer le passage. Je prends un exemple au-dessus d'un stade comme nous on fait à Saint-Etienne, et si le drone force, on fait plusieurs salves, 10 secondes, 30 secondes, jusqu'à une émission continue pour forcer le drone à se poser au sol. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, vous allez d'abord faire peur au pilote pour lui faire comprendre qu'il n'a pas à être là, et ensuite, si jamais il y a un drone qui rentre dans la zone de 500 mètres autour du stade par exemple, là vous allez insister pour qu'il puisse s'arrêter. Exactement. Ok, d'accord. Oui, la question que je me posais en fait, c'est qu'on ne peut pas prendre le contrôle d'un drone pour le faire revenir à un endroit précis par exemple. Et non, là c'est différent, c'est la partie hacking, et ça ce n'est pas une partie que la gendarmerie veut faire. Nous c'est justement le brouillage. Et alors, est-ce que vous avez vous-même déjà utilisé ce fusil en conditions réelles? Et lors d'un événement sportif, on a un télépilote qui a tenté de pénétrer sur un stade, et le télépilote qu'on l'a repéré avec la valise de détection, on a ensuite pu le brouiller pour que le drone retourne à son télépilote. Et alors, la RTH s'est déclenché et il a arrêté de s'approcher ou il a essayé d'insister? Dans un premier temps, il a forcé, et on a prolongé les salves, et ensuite le télépilote a été repéré, il s'est posé, et une équipe est partie intercepter. Et donc l'équipe a pu directement trouver le pilote, ils l'ont trouvé? Ok. Ah oui, donc le dispositif a été éprouvé alors. Il était efficace. Sur un autre événement sportif qu'on avait eu exactement, c'était un drone FPV qui survolait une foule, du coup évidemment extrêmement dangereux. On a effectué un brouillage et le drone s'est posé délicatement au sol sans qu'on ait besoin de continuer plus. Et ensuite le télépilote a été intercepté. Ok, donc vous avez déjà intercepté et du stabilisé et du FPV. FPV. Ok, super intéressant. Au niveau santé, parce que moi je m'inquiète déjà au niveau de l'émission des ondes avec les masques FPV, est-ce qu'il y a des tests qui ont été réalisés pour vous protéger vous aussi de ces émissions radio? Exactement. Tous les fusils sont testés par Oman, une société qui étudie les dangers des ondes électromagnétiques sur le corps humain et sur l'environnement extérieur. D'accord, donc ça a quand même été prouvé pour que vous soyez en sécurité. Bien sûr. Ok. Alors, j'aurais bien aimé faire le test d'un de ces canons brouilleurs aujourd'hui, mais on peut pas. Et non, c'est compliqué. Alors pour quelle raison? Eh bien d'abord pour brouiller, il faut qu'il y ait zone d'interdiction temporaire de vol, soit c'est une zone définitive ou interdiction de voler quoi qu'il arrive au-dessus d'une zone dangereuse. Et puis surtout, il faut qu'on ait un accord du préfet pour pouvoir brouiller. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes en dehors des zones permanentes, vous devez faire une zone d'interdiction temporaire pour pouvoir utiliser le brouillard. C'est ça. Ah oui, donc c'est quand même une sacrée logistique. On ne peut pas arriver et faire piou-piou comme ça et intercepter les drones. On a une grosse partie préparation avant de partir en mission pour être sûr qu'on pourra brouiller dans les bonnes conditions. Ah, et malheureusement, c'est pour ça qu'on ne pourra pas l'essayer ici aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de zone d'interdiction temporaire au-dessus de nos têtes. Vous m'expliquiez tout à l'heure, hors caméra, que vous ne faites pas n'importe quoi avec ça, et qu'il y a des zones que vous cherchez à éviter dans le cadre d'installations particulières? Sur notre dossier de site qu'on fait avant de partir en mission, on évite les hôpitaux, les EHPAD, les casernes des pompiers, les casernes de gendarmerie. Vous choisissez votre endroit en fonction de l'angle avec lequel vous allez pouvoir tirer pour Exactement. éviter ces installations-là. Et on verra pour privilégier tel ou tel fusil et telle ou telle zone de brouillage. D'accord. Donc Mathis ne pourra pas dire ma box marche plus, c'est à cause des pistolets brouillards. Mathis, désolé, mais c'est pas nous. Bien, ben, c'était super intéressant. Merci beaucoup Hugo, merci à nouveau Leïla. J'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter d'autres types de matériel de sécurité dans ce genre. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Lego bien sûr. Salut!